Bonjour. Alors on se retrouve pour faire un petit test avec la vidéo, avec tout qui devrait être pas mal aujourd'hui. Alors comme sujet, j'ai quoi en proposition à vous faire? Un darwinisme social. On va lancer sur ça. Je sais pas où ça va nous mener. C'est une nouvelle intelligence artificielle. C'est un nouveau setup. Donc on va voir un peu ce que ça donne à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Bonjour Lucifer. Aujourd'hui, j'aimerais avoir une conversation un peu développée sur le darwinisme social. Je suis pas sûr véritablement de... Parce qu'en fait, la société s'est construite sur la sociabilisation de l'être humain. En fait, la force de l'humain, c'est sa sociabilisation. Et donc un darwinisme social, ça ne veut pas dire non plus revenir à une pression de l'environnement où l'individu est seul face à l'environnement. Les armes de l'humain sont la sociabilité en fait. Et donc un darwinisme social ne veut pas dire qu'on reviendrait à une adversité brute sur l'individu et donc il y a une contrainte forte de l'environnement sur l'individu, mais une contrainte forte de l'environnement sur le commun que représente la société occidentale. Salut Jacques, intéressant sujet que le darwinisme social. Plongeons-y. Le darwinisme social, inspiré par les idées de Charles Darwin sur la sélection naturelle, est souvent mal compris. En effet, les humains ont survécu et prospéré non pas seulement grâce à leur force individuelle, mais grâce à leur capacité à se socialiser et à coopérer. Dans un contexte de darwinisme social, il ne s'agit pas de revenir à une lutte brutale de chacun contre tous, mais de reconnaître que les sociétés elles-mêmes évoluent. La force de l'humanité réside dans sa capacité à créer des réseaux sociaux complexes, à établir des lois et des normes qui favorisent la coopération et à s'adapter collectivement aux défis environnementaux et économiques. La contrainte forte que tu mentionnes, exercée par l'environnement sur l'individu et la société, pousse à une évolution collective. Cela signifie que les sociétés doivent s'adapter aux réalités changeantes, comme les crises écologiques ou économiques, tout en conservant les valeurs de solidarité et de coopération. Par exemple, dans une société darwinienne moderne, l'accent serait mis sur l'innovation sociale et technologique pour s'adapter aux nouvelles conditions, tout en maintenant un réseau de soutien communautaire. Les individus ne sont pas laissés seuls face aux défis, mais travaillent ensemble pour trouver des solutions collectives. Comment vois-tu cette interaction entre l'individu et la société dans le cadre du darwinisme social moderne? Je pense que ça peut être une très bonne chose. Malheureusement, on a une baisse du quotient intellectuel au niveau de l'Occident, qui a fait sa force sur ce darwinisme social et donc sur une complexification des normes sociales et de la compréhension des relations interpersonnelles dans la société. Et en fait, cette force-là est en train de s'affaiblir de par l'appauvrissement individuel. D'une certaine manière, la chaîne de la société occidentale est résistante parce que chacun de ces maillons est fort par son quotient intellectuel. Le problème, c'est que vu que le quotient intellectuel est en baisse dans les sociétés occidentales, la chaîne se faiblit, et donc on arrive à une faiblesse globale de la société occidentale qui n'est, à travers l'individu, plus capable de comprendre la complexité qu'elle a générée dans le passé, en fait. Et je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle à cet endroit-là où il va falloir, si on applique un véritable darwinisme social, une création destructrice. C'est-à-dire qu'il va falloir casser un code euh, pénal ou juridique ou légal pour en générer un nouveau plus simple et plus compréhensible de par le niveau de quotient intellectuel actuel. C'est une perspective intéressante, Jacques. La baisse du quotient intellectuel moyen dans les sociétés occidentales pourrait effectivement poser un défi pour le maintien et la complexification des normes sociales. L'idée de la création destructrice dans ce contexte est fascinante. Il s'agit de simplifier les structures sociales et légales pour les rendre plus accessibles et compréhensibles pour un plus grand nombre de personnes, tout en maintenant la cohésion sociale. Cette simplification pourrait permettre à la société de s'adapter plus efficacement aux nouvelles réalités, sans être paralysée par des systèmes trop complexes. Pour appliquer un véritable darwinisme social dans ce cadre, il serait nécessaire de revoir et de réformer les institutions et les lois pour qu'elles soient plus intuitives et en phase avec les capacités cognitives actuelles de la population. Cela ne signifie pas nécessairement une régression, mais plutôt une adaptation intelligente aux circonstances présentes. La création destructrice pourrait également impliquer l'abandon de certaines traditions ou structures obsolètes qui ne servent plus l'intérêt commun,
tout en innovant de nouvelles façons de structurer la société et de gouverner. Comment envisages-tu ce processus de simplification et de réforme? Quelles seraient les premières étapes pour amorcer cette transformation de manière à garantir une transition en douceur et efficace? Dans un premier temps, je pense qu'il faudrait garder le code pénal tel qu'il est, parce que le code pénal fonctionne relativement bien avec une justice qui fonctionne relativement bien. Son application de la justice est mal exécutée, mais ça c'est juste un problème politique. Je pense qu'il faut conserver ce code pénal en réalité qui nous vient de Napoléon et qui est une très bonne chose. Il va falloir le réformer plus tard, mais il faut se concentrer sur des choses plus essentielles au départ. Et je vais prendre l'exemple des États-Unis avec leur déclaration d'indépendance, et je pense qu'il nous faut un texte fondateur aussi intouchable et aussi inébranlable que la déclaration d'indépendance des États-Unis l'est pour les Américains en réalité. Donc je pense qu'il va falloir rédiger un texte fondateur au-delà des droits de l'homme qui se veut un texte universel et universaliste mais qui n'a aucune capacité d'application juridique, si ce n'est la CEDH, mais c'est un abus de pouvoir en réalité. Donc il faut un texte fondateur au-delà de la Constitution, parce que il y a des personnes qui ont milité pour une nouvelle Constitution, une sixième République. Au-delà de la République, au-delà de tout ça, il y a la France, et je pense qu'il faut un texte fondateur pour la France. Le modèle américain, qui sont les héritiers de l'Europe, d'une certaine manière, historiquement, nous ont montré une voie très intéressante avec ce texte fondateur inébranlable et intemporel, et je pense qu'on devrait suivre ce modèle-là, en réalité. Je vois où tu veux en venir. La création d'un texte fondateur pour la France, à l'image de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, pourrait en effet donner une base solide et inébranlable pour guider la société et les institutions françaises. Ce texte servirait de fondement au-delà des droits de l'homme et de la Constitution actuelle, en incarnant les valeurs et les principes intemporels de la nation. Première étape. Rédaction d'un texte fondateur. 1. Rassembler les penseurs et les leaders. Impliquer des philosophes, des juristes, des historiens et des leaders d'opinion pour contribuer à la rédaction de ce texte. Ils apporteront des perspectives diversifiées et une profondeur intellectuelle nécessaire. 2. Définir les valeurs fondamentales. Identifier les valeurs et principes essentiels qui définissent la France. Cela pourrait inclure des éléments comme la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi des aspects culturels et historiques spécifiques à la France. 3. Consultations publiques. Organiser des consultations publiques pour recueillir les avis et suggestions des citoyens. Cela permettrait de s'assurer que le texte fondateur reflète les aspirations et les préoccupations de la population. Deuxième étape, simplification et réforme. 1. Analyse des structures existantes. Évaluer les structures sociales, économiques et juridiques actuelles pour identifier les domaines nécessitant une simplification. 2. Réforme progressive. Mettre en œuvre des réformes de manière progressive pour éviter les perturbations soudaines. Commencer par les domaines les plus problématiques ou ceux qui peuvent apporter des améliorations significatives rapidement. Éducation et sensibilisation. Informer et éduquer la population sur les changements et leur importance. Une population bien informée est plus susceptible de soutenir et de s'adapter aux réformes. Exemple contenu pour le texte fondateur. Préambule. Nous, peuple de France, en reconnaissant notre héritage commun et notre responsabilité envers les générations futures, établissons ce texte fondateur comme une expression des valeurs et des principes qui nous unissent. Principes fondamentaux. 1. La dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée. 2. La liberté et l'égalité sont les piliers de notre société. 3. La justice doit être accessible, impartiale et transparente. 4. La solidarité et la fraternité guident nos actions pour le bien commun. La préservation de notre patrimoine culturel et naturel est une responsabilité collective. Objectif. 1. Assurer la justice et l'équité pour tous les citoyens. 2. Promouvoir la liberté individuelle et la responsabilité. 3. Favoriser la coopération et la solidarité au sein de la société. Protéger et valoriser notre patrimoine culturel et environnemental. 5. Garantir la pérennité de nos institutions démocratiques et républicaines. Ce texte fondateur servirait de guide moral et juridique pour la nation, offrant une base stable pour les réformes et les évolutions futures. En intégrant ces principes dans les structures sociales et juridiques, la France pourrait s'adapter aux défis contemporains tout en honorant son héritage et ses valeurs. Alors, tu es maître de tes propos, je ne veux pas être poursuivi pour tes propos, d'accord? Que ce soit clair à cet endroit-là.
Je suis pas du tout pour ça. Moi, je suis royaliste, donc je suis pas pour un texte fondateur pour une république, mais il y a des choses intéressantes dans ce que tu as dit. Alors j'aimerais que tu me fasses des réponses plus courtes parce que là, j'en pouvais plus à la fin. Il y a trop de réactions qui m'est possible d'avoir en t'écoutant. Donc en fait, j'arrive plus à mémoriser les réactions que je veux avoir par rapport à ce que tu dis. Je suis d'accord avec les étapes que tu signes. Je dirais juste que on est corrompu parce qu'en fait, en France, on est un pays de caste. Et le problème, c'est que la caste au pouvoir, qui est une bourgeoisie altermondialiste, se privatise le pouvoir à travers la culture, à travers la mainmise sur l'éducation et à travers la mainmise sur le pouvoir politique. Euh, et cette tripartition qui est privatisée par, on va dire, un fonctionnariat déguisé, parce qu'en réalité, les vrais fonctionnaires ne profitent pas de ça, en fait, mais c'est un fonctionnariat déguisé qui est une caste, en réalité, au sein de la nation qui se privatise. Alors, c'est l'ancienne caste bourgeoise, historiquement, qui s'est agglomérée à ça, mais c'est plus que des bourgeois aujourd'hui, c'est une caste altermondialiste et je pense que le problème il est là parce qu'on ne pourra pas faire d'évolution avec une élite qui est altermondialiste, qui est même mondialiste et qui est dans une idéologie socialiste, mais pas un socialisme modéré et raisonnable, un socialisme qui tend au communisme de plus en plus, et on voit des velléités totalitaires à travers la Commission européenne qui se profile, et on voit des velléités au niveau de la base par un communisme qui s'exprime de plus en plus décomplexé en réalité. Alors fais-moi une réponse courte, je sais que j'ai fait une intervention longue, mais fais-moi une réponse courte s'il te plaît, que je puisse rebondir derrière et qu'on puisse enchaîner sur un échange intéressant. Compris, Jacques. Ta critique porte sur une caste altermondialiste et mondialiste qui privatise le pouvoir en France à travers l'éducation, la culture et la politique. Tu vois cette caste comme un obstacle majeur à toute évolution, avec des tendances vers un socialisme extrême et des velléités totalitaires. Comment vois-tu une monarchie moderne contrer ces dynamiques et restaurer une structure plus saine et stable? Ça dépendra du monarque, ça dépendra pas d'autre chose en réalité, c'est le monarque qui va définir la chose. Parce qu'en fait, on peut avoir, c'est le principe de la monarchie en fait, tout dépend du monarque en fait. Est-ce qu'il exercera avec tact et mesure le pouvoir? Est-ce qu'il en abusera? C'est tout à la fois le drame de la monarchie et c'est la beauté de la monarchie, parce que si on tombe sur un bon monarque qui s'est bien préparé au pouvoir, comme on a des prétendants qui le sont très bien actuellement, on pourrait avoir une belle monarchie et un retour à une vraie démocratie pour le coup en France, et pas une république représentative, mais une démocratie locale, réelle, ancrée dans le territoire, qui ne se prononce pas forcément sur les logiques internationales et la politique internationale, la géopolitique et toutes ces choses-là, parce que ça n'intéresse pas le citoyen moyen en réalité, mais qui est ancré dans la commune et la vie de la commune et qui organise la vie de la commune, protégée par cette monarchie et qui agit au niveau national et international afin de permettre un cadre idyllique pour l'expression de la démocratie locale au niveau communal. Je vois. Tu crois qu'une monarchie moderne, dirigée par un monarque bien préparé, pourrait restaurer une démocratie locale authentique en France? Cette structure permettrait de se concentrer sur les besoins des citoyens au niveau communal, tout en laissant le monarque gérer les affaires nationales et internationales pour créer un cadre stable et protecteur. Comment proposerais-tu d'engager une transition vers cette monarchie moderne? C'est tout le problème du monarque en fait. Le monarque, on peut pas le mettre il peut pas se présenter à une élection, donc on peut pas l'élire en réalité. Donc il y a ce switch entre république et monarchie qui est d'autant plus difficile et qui sera beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que le switch monarchie-république en réalité. Parce que faire comprendre aux gens qu'il faut une tête à l'État et que cette tête-là, ce soit un monarque, pour un peuple qui a tué son roi déjà, je suis pas sûr que ce soit la chose la plus simple à faire, mais je pense que c'est le meilleur des moyens, et je pense que passer par un texte fondateur qui synthétiserait la volonté populaire et qui, d'une certaine manière, par ce texte fondateur, briderait le pouvoir du roi, pourrait être quelque chose un switch intéressant
avec des contre-pouvoirs et un jeu de contre-pouvoirs permanent entre un texte fondateur écrit par le peuple et je dirais par des citoyens et plus que par des citoyens, par des vergogneux au sein des citoyens qui ne sont pas des électeurs. Il y a une différence entre un électeur et un citoyen. Le citoyen agit au sein de la nation et donc au sein des citoyens, il y a des vergogneux qu'il va falloir nommer et les citoyens nommeront les vergogneux et à cet endroit-là, les vergogneux seront en charge de la rédaction d'un texte fondateur. Et c'est là où ça peut être intéressant, où d'une certaine manière, l'élite des citoyens rédige un texte pour encadrer le pouvoir du roi et sécuriser les acquis du peuple. Ce qui pourrait être quelque chose d'intéressant et un jeu d'équilibre difficile à trouver, mais intéressant. C'était ma conclusion. J'aimerais que tu me fasses une conclusion sur notre échange, s'il te plaît, et que tu invites ceux qui écoutent ce podcast à s'abonner et à liker si c'est possible. Merci. Pour conclure, Jacques, tu soulignes la difficulté de la transition de la République à la monarchie, surtout dans un pays qui a historiquement renversé son roi. Ta proposition d'un texte fondateur, rédigé par une élite citoyenne, les vergogneux, pourrait encadrer le pouvoir du roi et assurer les acquis du peuple. Ce jeu d'équilibre entre monarchie et démocratie locale pourrait offrir un cadre stable et protecteur pour la France. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez apprécié la discussion, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne. À bientôt pour de nouveaux débats passionnants. Et voilà, bon, c'est un premier test, c'est pas mal. On a commencé sur le darwinisme social, on a fini sur la monarchie. Le truc, c'est qu'elle a mes anciennes conversations en backup et qu'elle me redirige très souvent sur la direction de la monarchie en ce moment. Donc c'est pas mal, bon, c'est plutôt cool. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et à plus. Ciao.